Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un truc assez énorme qui se passe en finance mondiale. Le Japon, qui était le pilier le plus grand créancier du monde pendant des décennies, il perd cette place. Oui, c'est un changement majeur, vraiment. Une position que le Japon tenait depuis presque 25 ans. Parfois, la Chine passait devant, c'est vrai. Mais c'était différent. La Chine achetait de la dette US pour soutenir ses propres exports. Et le Japon, c'était pas ça. Non, pas vraiment. Eux, c'était plus lié à leur propre histoire, la crise des années 90, et surtout cette politique de taux zéro pendant 30 ans, quoi. D'accord. Taux zéro pendant 30 ans. Et c'est ça qui a changé. C'est ça le déclencheur de la chute. Exactement. Ça a commencé il y a 2 ans, mais là, ça s'est accéléré très fort. Depuis fin mars, on parle d'une hausse des taux japonais de, ouah, plus de 100 points. 100 points. D'accord. Et ça a provoqué ce qu'on appelle un krach obligataire fin mai. Un krach obligataire, concrètement, ça veut dire quoi pour les banques japonaises, les assureurs? Mais ça veut dire que la valeur des obligations qu'ils possèdent s'est effondrée avec la hausse des taux. Des trous énormes dans les bilans. Pour les banques, les assureurs, mais aussi les fonds de pension, hein. Ah oui, et la Banque du Japon elle-même? Elle aussi subit des pertes massives. Bon, techniquement, elle peut créer de la monnaie pour couvrir, monétiser comme on dit. Mais c'est pas sans risque. Mais surtout, le résultat immédiat, c'est que toutes ces institutions, elles ont beaucoup moins de liquidités pour acheter de la dette américaine. Donc, moins d'argent japonais pour les États-Unis. Et vous disiez que ça pourrait même s'inverser? C'est ça le gros risque, oui. Que la source devienne un inspirateur. Si ces institutions japonaises doivent vendre des actifs pour combler leurs pertes, eh bien, les bons du Trésor américain, c'est un candidat logique. Ce qui mettrait la pression sur les taux américains en plus. Tout à fait. Bon. Alors, si le Japon recule, qui prend la tête? Qui est le nouveau numéro un? Eh bien, selon certaines analyses, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui devient premier créancier mondial, voire même la Chine, qui pourrait aussi être passée devant Tokyo vu l'ampleur des soucis japonais. C'est un vrai bouleversement, oui. L'Allemagne? C'est surprenant, non? On entend partout que leur économie stagne, le coût de l'énergie. C'est vrai. C'est paradoxal. L'économie allemande n'est pas au mieux. Mais les analyses suggèrent qu'une partie de leur stratégie de relance, elle repose sur les dépenses militaires. Et sur le contexte géopolitique actuel, quoi. On voit bien l'Europe s'impliquer de plus en plus dans le conflit ukrainien. Ah oui, comme l'autorisation allemande d'utiliser des armes occidentales sur le sol russe. Oui, par exemple. Et on parle aussi de l'utilisation de techniciens européens, britanniques, français, allemands, et de renseignements non américains pour ces armes. Ça place l'Europe, et donc l'Allemagne, en première ligne face à la Russie. Le risque d'escalade il est réel. D'accord. Certaines sources évoquent un espoir de discussion Trump-Poutine pour calmer le jeu, mais bon. Mais en attendant, ça veut dire que l'Allemagne, ce nouveau premier créancier, est dans une position géopolitique, disons, très exposée. Exactement. Si le conflit s'aggrave, Son statut de créancier pourrait voler en éclats. c'est le risque majeur, oui. La stabilité financière qui dépend de plus en plus de la géopolitique. Et tout ça arrive au moment où les États-Unis ont des besoins de financement, mais absolument énormes. Colossaux, oui. On parle de presque 6 000 milliards de dollars à refinancer d'ici la fin de l'année, c'est gigantesque. Et en même temps, on entend parler de projets fiscaux côté Trump, pérenniser les baisses d'impôts, de nouvelles dépenses. Pour des milliers de milliards aussi, j'imagine. Oui, on parle de plusieurs milliers de milliards sans qu'on sache très bien comment ce serait financé. Donc c'est un effet de ciseau terrible. Les besoins américains explosent et les sources de financement traditionnelles comme le Japon se tarissent ou deviennent plus risquées, comme l'Allemagne. C'est ça. Le besoin US augmente, le robinet japonais se ferme, et le nouveau leader, l'Allemagne, est sur une corde raide géopolitique. Ça rappelle un peu les problèmes du Japon d'ailleurs. Le déficit, la hausse des taux, c'est ce qui les a menés là. D'accord. Et pour le Japon lui-même, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Probablement. La Banque du Japon va sans doute devoir continuer à monter ses taux, un peu pour sauver sa peau, pour stabiliser sa propre situation. Et la conséquence logique, ce serait un yen plus fort. Oui, c'est l'attente principale, un renforcement du yen, avec bien sûr des conséquences assez complexes pour tout le monde. Bon, si on résume, le Japon n'est plus numéro un à cause de la fin des taux zéro et du krach obligataire. L'Allemagne prend le relais, mais c'est tendu géopolitiquement. C'est ça. Et les États-Unis, eux, ils ont besoin de sommes folles, alors que leurs banquiers habituels sont moins disponibles ou plus fragiles. Voilà. Et cette redistribution des cartes, ça pose une question assez fondamentale pour l'avenir, non? Qui est? Si les grands argentiers traditionnels sont affaiblis, le Japon par ses problèmes internes, l'Allemagne et l'Europe par les risques externes, et si en face les besoins de financement, surtout américains, continuent d'augmenter, D'où va venir l'argent demain, surtout si les tensions géopolitiques continuent de redessiner les circuits financiers mondiaux. exactement.
Quelle nouvelle architecture économique pourrait bien émerger de tout ça? Une question ouverte, en effet. Très intéressante. Merci.